disiez, Père Brune, c'est de savoir, est-ce que vous avez facilement trouvé des moyens de vous faire publier? Parce que c'est bien d'écrire les livres. Notre ami, par exemple, le juge Jonathan, il écrit, mais il ne, bon, à la limite, il publie artisanalement à son compte, mais la question est de savoir, et ça vaut aussi pour notre ami Fouchou Lapérade, est-ce que vous avez trouvé un éditeur qui croyait en vous, par exemple? C'est-à-dire que oui, simplement, moi j'ai trouvé quelqu'un qui me publie. Moi j'ai peut-être pas tout épluché, mais je vois bien qu'actuellement, pour publier des livres, c'est très difficile, parce qu'il y a peu le discours est nul, et puis il faut que ça rapporte. Et les gens ne sont pas intéressés en plus à ce genre de discours profond. Alors si bien que j'ai trouvé quelqu'un qui m'édite pour pas cher du tout. Et puis je peux même faire du bénéfice. Donc, mais par contre, le problème, c'est que moi, je suis obligé de diffuser mes livres. Et ça, j'ai vraiment pas envie de diffuser mes livres. Donc, je vais peut-être abandonner parce que c'est fatigant d'arriver avec des livres qu'on essaye de proposer, etc. Alors, de toute façon, je regrette rien parce que toutes ces choses que j'ai découvertes, c'est des choses qui me développent beaucoup. Et l'astrologie, j'utilise l'astrologie comme un moyen. Bon, voilà, comme un moyen d'épanouissement. Toujours la question de savoir est-ce que je me lance à fond dans la consultation, mais je ne suis pas très chaud pour le faire pour l'instant. J'attends de voir. Là, j'ai la liberté d'explorer ce que je veux, d'éditer, donc voilà. Mais c'est vrai que je suis toujours à la recherche d'un éditeur qui pourrait me publier. Qu'est-ce que vous pensez de Lulu? Vous savez que beaucoup d'astrologues actuellement sont publiés par chez Lulu sur Internet, comme Hubert Prin, comme Chantal Chauffret. Il y a plusieurs personnes qui... Vous connaissez ce système? Vous avez entendu parler de ça? Ça a beaucoup de succès actuellement, hein, les astrologues. Oui, mais comment c'est diffusé aussi? Parce qu'il faut que ce soit diffusé. Enfin, ils ont des sites Internet qui le diffusent. Vous savez qu'actuellement, on achète beaucoup par Internet, au niveau des livres. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation de l'astrologue qui, en fin de compte, doit trouver son propre éditeur et même doit payer son propre éditeur, en fait? Alors, bon, malheureusement, c'est le cas. C'est-à-dire que l'édition connaît une crise véritable. Comme tu l'as dit, ces livres-là se vendent peu. Le public est quasiment inexistant. Enfin, on est tellement peu nombreux à s'intéresser à l'astrologie. Peut-être que ça va revenir, mais il n'est plus le temps d'Hérodia, Ruperti des années 80. Donc on trouve des solutions et Internet, Dieu merci, aide beaucoup à ce genre de diffusion. Mais on ne peut pas écrire des livres aussi profonds que les tiens, aussi complexes, et s'attendre à trouver un éditeur sur la place de Paris qui va t'engager. Alors simplement, ce qui est intéressant, c'est que à la limite, pourtant, moi je trouve que mon livre, aura vraiment une place sur un plan philosophique. Parce qu'il y a bien des livres qui sortent sur le plan de la philosophie, sur le plan de la métaphysique. Et c'est pas toujours très bon, désolé. Alors que l'astrologie est justement un moyen de parler de tout ça et d'une façon assez profonde. Donc je trouve que les éditeurs pourraient très bien publier un livre astrologique s'il est vraiment bien présenté au niveau philosophique ou métaphysique. Est-ce que c'était différent il y a 20 ans, Françoise Fouchou-Lapérade? Oui. Il y a 20 ans, il y avait un véritable engouement pour l'astrologie. Il semblerait aujourd'hui qu'il y a un renouveau de développement personnel, mais l'astrologie, vraiment, tout le monde, si vous dites que vous êtes intéressé à l'astrologie, on se moque de vous. En tout cas, son titre était intéressant, c'était Refonder la cause astrologique, son sous-titre. Oui, refonder la cause astrologique. Voilà. Ouais. Donc il faut trouver des moyens, en tout cas c'est à nous, astrologues, de réfléchir ensemble, de trouver des moyens pour continuer à publier et à diffuser. Donc ce site, la Lulu, est peut-être une solution. Oui, il faudrait voir. Il faudrait regarder, et il y a peut-être aussi d'autres solutions, mais c'est évident qu'il faut que c'est à nous de nous prendre en main. Si on ne veut pas que tout cela disparaisse. Alors en fait, c'est intéressant parce que là le problème, mon éditeur a des petits problèmes en ce moment. Donc je ne sais pas si ma toute dernière version, de toute façon, tôt ou tard, ça va sortir.
Surtout que j'ai publié des contes aussi. Alors là, formidable. On me les arrache. Donc, mais même les contes, pourtant, est-ce que c'est difficile par l'astrologie, comme dirait notre ami? C'est lié, tout est lié. Mais ce qui est intéressant, c'est que la FNAC serait prêt à prendre mon livre et à le diffuser. Mais sur l'astrologie, sur l'astrologie. Bon, simplement, il faut voilà. Donc, le problème, c'est que malheureusement, mon éditeur a une petite panne. Alors là, c'est intéressant. Non, c'est intéressant parce que moi, je perds rien, quoi. Donc, c'est bien sûr publié à l'étranger. La main d'œuvre est pas chère du tout. Bien sûr. Mais €1. Mais vraiment la chose la plus importante, c'est la diffusion. Parce que si vous faites quelque chose, d'accord, vous avez vos livres, très bien. Et puis en même temps, oui, ou de garder un certain nombre. Mais on peut me publier, j'en veux 15, il en publie 15, quoi, tu vois. Donc à la limite, j'ai pas de stock. Mais quand même, c'est le problème de la diffusion. Je me vois pas vraiment en train de courir les magasins, etc. Alors on va demander à Juste Jonathan. Ouais. Donc lui aussi, il a des bouquins à publier. Alors pour l'instant, il est plus. Vous en avez apporté un exemplaire là, votre livre? Non, je ne l'ai pas là. Oui, d'accord. Donc lui aussi, alors il publie comment? Alors vous avez un imprimeur? Je fais une étude différente actuellement sur les animaux du zodiaque. Non, mais on ne parle pas de ça, monsieur. On vous parle de vos projets de publication et où vous en êtes de vos manuscrits. Disons que ça répondait déjà tout à l'heure à la question de l'astrologie, du capital spirituel. Or, je l'ai trouvé chez les Mayas. Non, mais qu'est-ce que on vous parle de les questions? Comment vous arrivez à faire connaître vos travaux? Comment vous avez l'intention de le faire? Disons que ce sont plusieurs tomes qui sont prévus, qui se mettent en place et qui vont dépasser tout ce que l'on connaît actuellement. Mais comment vous allez, à votre avis, les diffuser, les faire connaître? Vous allez publier, vous allez les faire imprimer, vous allez trouver un éditeur? Je pense que je vais les faire publier et peut-être travailler avec les journaux, c'est ce que je pense essayer. Oui. Car j'ai des articles qui sont à la fois scientifiques et divins, qui peuvent t'intéresser, parce que finalement, le créneau scientifique est le seul qui marche par rapport à l'astrologie. Alors justement, tout à l'heure on parlait, monsieur Jonathan, on parlait des contes de fées. Donc vous avez essayé de montrer aussi que l'astrologie était présente dans des domaines où elle n'est pas affichée comme telle. C'est un langage universel, donc on le retrouve dans tous les contes. Si on prend tout simplement Blanche-Neige et les 7 nains, vous avez un zodiaque complet. Ça, je l'ai déjà fait. D'autre part, si vous prenez un simple échiquier, vous découvrez qu'il y a les 8 planètes qui sont en place, jusqu'au Scorpion. Car pour moi, la base hors du divin, c'est le chiffre 8. Jusqu'au Scorpion, on n'est pas dans le divin. Donc les Chinois n'ont pas voulu de ce système-là. Mais par contre, le Yiking a été construit à partir de systèmes yin-yang qui mettent le divin en piste. Alors, mais ils n'ont cherché que les trigones, les trigrammes, et puis les hexagrammes, puis les pentagrammes. Donc des développements à partir du sacré, car c'est ça qui les intéressait. Alors au niveau de l'urbanisme aussi, vous avez montré qu'il y avait des empreintes astrologiques, des influences astrologiques. Disons que le zodiaque de la Défense est un peu particulier, vous avez les 24 heures de la Défense. En fait, c'est une défense de Paris qui a été construite par des francs-maçons architectes, et au départ, c'est-à-dire que vous avez deux zodiaques de 12 degrés, qui sont les 12 premiers uraniens et 12 plutoniens. Déjà, quand on visite le site, on voit tout de suite la différence entre les uraniens et les plutoniens. Les plutoniens sont en décalage, en profondeur, et ils sont à gauche. Or, tous les immeubles ont été construits avec des noms qui ont parfois été donnés par l'EPAD, qui à l'époque était franc-maçonne à 100%. L'EPAD, c'est-à-dire l'organisme chargé l'organisme qui maintenant est plus ou moins décalé, parce que les communes veulent leur indépendance. Mais disons que vous cherchez du lion, bien vous voyez le papier en tête, vous voyez tout ce qui est lion, la couleur des vitraux. Vous aurez des emblèmes de charbonnage, des emblèmes ronds, de soleil. Donc physiquement, vous voyez des tas de choses. Si vous êtes dans la Vierge, vous tombez sur toute la chimie. Toute la chimie et toutes les constructions systématiques, pas drôles d'ailleurs, qui sont schématiques, parce qu'il manque de lumière. Si vous êtes dans les jardins, vous constatez qu'il y a les statues qui correspondent aux signes zodiacaux. Absolument. Et ça a été voulu, ça? Ça a été voulu. Mais par contre, les noms n'ont pas toujours été voulus. J'en ai discuté avec l'architecte en chef de l'EPAD, et il m'a dit que les sociétés ont voulu leur propre système. Mais comme par hasard, ça fonctionne bien
Et c'était une défense réelle de Paris. Oui, le quartier de la Défense, bien sûr. Donc c'était une notion que les gens ne connaissent pas, puisqu'il fallait avoir la notion des nombres à partir de 12 degrés en 12 degrés, ce qu'on appelle le duodénaire, dont j'ai reçu les clés. En réalité, finalement, le problème, c'est qu'on n'arrive plus à très bien distinguer la culture astrologique et la réalité astrologique. Vous savez que Geoffrey Dean, par exemple, il a expliqué les travaux de Gauquelin en disant carrément que c'était les parents qui faisaient naître leurs enfants à une heure qui était marquée par une certaine planète. Et vous, donc finalement, la recherche devient très difficile en astrologie, parce que si tout est astrologique, culturellement, à ce moment-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, si la culture astrologique est puissante, on ne peut plus prouver l'astrologie. C'est un paradoxe, puisque l'astrologie étant dans notre environnement, nous marquant, par exemple en Inde où l'astrologie est si importante, on ne sait plus si l'astrologie existe en tant que telle, ou si ça fait partie de la culture ambiante. Comment? Voilà, c'est ça, c'est le grand problème, cette ambiguïté. À un moment donné, le succès de l'astrologie, au niveau culturel, empêche la recherche astrologique. Non, mais on n'a pas besoin forcément de tout défendre rationnellement, de façon dite cartésienne. Oui. Les choses s'imposent d'elles-mêmes, il y a des évidences. Bon, à un certain moment, il faut connaître des alors, évidences. voilà, Madame Fouché-Laparade est intriguée par les dessins de Juste Jonathan. Non, je trouve très intéressant ce que vous disiez à propos de la défense. Et ici, vous savez que nous sommes dans le Verseau, dans le site du Verseau de Paris. Oui, oui. Voilà. Ah, expliquez-nous ça, alors pourquoi Alors, donc le centre étant Notre-Dame. Donc ici, nous avons le Verseau. Le Capricorne, bien sûr, c'est là-haut. Montmartre, voilà. Le Poisson, c'est le Père Lachaise, enfin, etc. Et donc, il serait intéressant de voir l'application, si je puis dire, ou l'impression des signes astrologiques dans Paris. Et votre étude de la défense, elle pourrait s'inscrire également dans cela. Ce qui est le plus original, c'est l'origine. Oui. Car disons qu'on a construit le premier zodiaque à Charras, qui est une commune de Courbevoie, en 1905, à l'époque de Chaliot. Et l'architecte en chef de l'État, qui s'appelait M. Potier, avait décidé, que le temps est enfin venu, d'établir des bâtiments aux constellations du zodiaque. Or, le zodiaque Charras a rejoint le zodiaque de la Défense. C'est là qu'on tombe sur la notion du divin. Il faudrait que vous nous ameniez à la Défense et ailleurs, et qu'on visite avec vous et que vous nous expliquiez, ce sera formidable. Et là, alors, qu'est-ce que vous disiez à propos des Bon, là, c'est une étude simplement pour voir comment est venue l'origine du symbolisme on animal. va être obligé d'arrêter, il va falloir qu'on aille s'installer dans un café. Parce que il n'y a plus de cassette. Non, mais libre, voilà, chacun, voilà. Voilà. Alors, bon, moi, je conclus pour ma part. Donc, Charles Jacques, d'abord, je vous remercie d'avoir organisé ce rendez-vous. En plus, comme je le disais, nous sommes dans le Verseau de Paris, quasiment le 15 août. Hier, c'était une éclipse de soleil, je ne sais pas qui l'a vu. L'éclipse de la Lune. De la Lune, qui l'a vu? Non, elle était à 23h, on aurait pu la voir. C'était un peu couvert, donc je ne l'ai pas vu. Et je trouve que tous ces entretiens me donnent envie de... L'éclipse, tu veux dire l'invasion de la Géorgie Bon, passons. Où déjà il y avait une étude Ça correspond à ça. Et donc, ce serait très intéressant. Donc, ça donnait naissance à beaucoup d'idées qui vont nous permettre donc d'enrichir les documents filmés et d'avoir toutes les réflexions d'édition. Non, allez-y justement, allez-y. Non, c'était juste pour demander à monsieur. Vous voulez la roue de la évidemment. fortune, je vais vous donner la clé toute bête. On parle du tarot, là. Capricorne en bas, Capricorne en bas, Poisson en haut.
Oui, mais alors ce qui me... Capricorne, c'est une loi absolue, et le poisson, vous voulez cosmique. Donc vous avez la roue cosmique. Donc Françoise propose un projet. Là. Voilà. Alors moi, de ces conversations, toutes ces conversations donnent naissance à différents projets que nous pourrions mettre en œuvre. Alors, avec madame, on pourrait vraiment regarder de près la symbolique des contes de fées avec l'astrologie. Mettez légèrement plus à droite. À droite, à droite. Où vous pouvez également intervenir, parce que je crois que vous avez aussi travaillé de la symbolique des contes de fées, non? C'est vous qui disiez ça tout à l'heure? Je fais le Il a parlé des Blanches-Neiges. De Blanche-Neige. Bon, ben c'est déjà donc Blanche-Neige. Et donc je serais à organiser avec vous. Voilà. Ça, ce serait formidable. Et puis, par ailleurs, donc ça, j'aimerais bien, mais peut-être, en tout cas parmi les projets, on pourrait refaire l'expérience des degrés Sabian. Et donc, vous seriez le channel. Est-ce qu'il en est capable? Pourquoi pas? C'est dit que vous me demandiez un degré, puis je vous fais 3 pages dessus. 3 pages, non. Non, mais dans certains cas, mettons les degrés Scorpion qui me passionnent, je peux vous les résumer en 2 pages. Non. Ah si, parce que je vous mets la Genèse, je vous mets n'importe quoi. Tout ce qui me passe, je cabalise tout. Donc chaque fois que j'ai un degré qui correspond... Non, on referait l'expérience, si vous voulez, on referait l'expérience comme ils l'ont fait, à savoir, on va mettre les 360 degrés sur les feuilles de papier, et puis vous tirez un degré, vous ne savez pas lequel, et vous dites quelque chose. Ça, je peux pas. Ah, ça, vous ne pouvez pas. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Disons que pour moi, c'est le nombre dans lequel je mets tout. C'est le mouvement inverse. C'est le nombre qui me guide. Un joli tiramisu, madame, et je vous apporte vos Donc, je vais vous donner un cas extrême. Je prends la Genèse, je prends le degré 359, j'ajoute 360, je vais voir le nouveau paragraphe, j'ajoute encore 360, je vais voir, je l'ai fait 5 fois. J'ai donc 5 plans de la Genèse avec le même degré. Autrement dit, j'additionne les paragraphes, chaque fois que je suis à 359, j'ajoute 360 et je regarde la suite. Je l'ai fait. Donc j'ai, sur 2000 paragraphes, j'ai pu localiser parfois 5 degrés, 5 plans vibratoires du même degré dans la Genèse. De même qu'au Kabbale, je peux mettre des mots en hébreu, en sanskrit, en maya, à des plans similaires. Autrement dit, c'est le nombre que vous allez voir toujours avec des plus 360. C'est-à-dire que vous avez une richesse encore plus forte parce que c'est la quintessence du nombre. Qu'est-ce que je fais ici? Un mot au sujet des comptes. Je n'ai pas compris. Bon, le nombre de paragraphes. Quel paragraphe? Dans la Genèse, tout est paragraphé. Ah oui, d'accord. Je les additionne. Alors prenons tout simplement, je prends le 1, je regarde le 361e et je dis, il va me dire la même chose, mais au lieu de parler d'animation, il va me parler de fécondation, de travail. Si je le mets en 721, je vais tomber sur 1 au niveau 3, il va me parler de communication. Si je mets le même 1 au niveau 4, 1081, il va me parler du vécu. Et si je continue, du vécu, si je vais au niveau 5, il va me parler de création. D'ailleurs, un livre, je crois, est Voilà. écrit la Bible, le document chiffré. Bien sûr. Ah oui, mais c'est pas comme ça, parce qu'ils n'ont pas les clés. C'est extraordinaire. Leur cavale est fausse. Mais enfin, l'idée, il était. Non, mais là, Ça, c'est extraordinaire. ça c'est extraordinaire, parce que Carlos Suarez, ça. vérifier 5 paragraphes qui n'ont rien à voir, mais que vous êtes obligé de retraduire parce qu'ils sont tous traduits bêtement, on constate le même résultat à l'arrivée. Et tout d'un coup, vous mettez un mot en sanskrit qui a la même valeur et vous dites « Ah bah oui, je comprends le parallèle avec un ». Puis derrière, vous mettez un degré divinatoire qui soit thébain, volasphère ou n'importe quoi. Est-ce qu'il va dire la même chose? Ben oui. Mais le tout va fonctionner sur une clé générale que moi j'ai, qui me permet de tout déceler. Et cette clé, donc, vous l'avez reçue... Alors j'ai mis longtemps, mais en fait c'est un langage symbolique qui fonctionne de 12 degrés en 12 degrés, d'une manière très simple. Le bas,
de 12 en 12, il commence toujours par un bélier, un taureau, un gémeaux, etc. Donc une suite. Le degré haut, si j'ai dans la première série gémeaux, ben, je vais avoir cancer, lion, etc. Donc ce sont des suites. Donc automatiquement, j'ai une suite en bas, une suite en haut. Donc c'est une pensée duodénaire. Total. Ah, ça m'intéresse beaucoup. Donc j'ai la clé du duodénaire. Ah, formidable. Qui va très loin, puisque... Ça va très très loin. Alors moi je m'étais amusée, il y a des années de cela, à travailler sur la pensée duodénaire et à interpréter toute question astrologique en duodénaire. Je l'ai en schéma, vous allez comprendre. Alors, imaginez la richesse, c'est-à-dire que vous vous interrogez pour l'application, pour l'interprétation d'un thème. Chaque maison se divise en 12. Donc, pour l'interprétation d'une maison, vous imaginez. Ainsi de suite. Non, mais je vais Et plus loin. chaque question, elle a un moment donné, avec Thierry Gaudin. Ah oui, vous n'avez pas écrit dans là. Oui, mais on se retrouvait à l'université là, Descartes. Vous parlez le collège? Oui. Le collège européen? Oui, voilà, au collège. Et alors, on était tout un groupe à s'interroger. Voilà, il avait fait. Vous avez connu Paul Roland à ce moment-là, non? Il travaillait au collège aussi. Et donc, il s'interrogeait sur l'an 2000, les perspectives de l'an 2000, etc. C'est pas lui qui l'a publié par la suite. Et donc, on faisait des expériences constamment. Et donc, il y avait des chefs d'entreprise, des astrologues, enfin bon. Et c'était très amusant de penser en 12. Alors, par exemple, moi, je sais que quand un chef d'entreprise était interrogé, je lui disais, est-ce que vous pouvez me décrire votre entreprise en 12 termes? Et alors, il avait beaucoup de mal. Allez, donc, la salle l'aidait. Je vous coupe, j'ai reçu votre mission, oui. Il faudrait que j'ai de quoi écrire. Vite, de quoi écrire. De quoi je parle? Non, non. Et donc on l'aidait, alors on disait le contraire, etc. Il avait beaucoup de mal à trouver 12 termes. Ce qui fait que, avec les mots absents, l'absence était significative. Oui. Le manque, Tout à fait. l'absence est significative. Et donc on voyait tout de suite où pêchait l'entreprise. Et pour apprendre à penser, il faudrait apprendre à penser en duodénaire. Et chaque question devrait être interrogée et posée de cette façon-là. Alors évidemment, c'est sans fin. Donc finalement, vous préférez le duodénaire à la dualité, en fait. Oui. Vous êtes fâché avec la dualité. Mais la dualité n'est pas une fin en soi. C'est une étape. La dualité, oui ou non. Mais c'est pas une fin en soi. Oui, il faut déjà maîtriser la dualité. Oui, mais on ne la maîtrise que par la synthèse. Même chez Hegel, si mes souvenirs philosophiques sont Oui, exacts. allez-y. Pardon? Allez-y, oui. Hegel, oui. Eh bien, Hegel visait justement la synthèse. La dualité, la thèse et l'antithèse sont faits pour aboutir à une synthèse. Ce ne sont pas des fins en soi. Donc la notion de yin-yang, c'est pas important, l'animus, Mais si l'anima. c'est important, je ne dis pas que ce ne soit pas important. Alors, je précise que yin-yang, ça vaut 180. C'est donc un équilibre humain. Le yin vaut 84, qui veut dire maturation, donc le côté ombre. Et le yang, c'est le feu éphémère, 96, 600 cancers. Voilà, eh bien, j'ai retrouvé un médaillon hier. Si j'avais pas eu mon zoom, je ne l'aurais jamais vu. C'est yin-yang, mais au lieu d'être comme ça, c'est yin-yang comme ça. De niveau. Dans un cercle. Une moitié de swastika. Voilà, une moitié de ceci. Exactement. Même, Mais la swastika est un symbole très ancien, qui remonte à bien des millénaires. Elle a été, Là, vous avez une surprise. et retournée par l'origine mystérieuse, et finalement, ben, c'est la swastika et qu'on retrouvait dans la crevasse.
Mais à propos du duo des nerfs, mon père a écrit un article 12 signes du zodiaque et pourquoi seulement 12. Oui. Si la clé des nombres est faite avec le 12, il n'y a plus de problème. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? C'est la base même du système. Comme je dis, la clé des nombres, elle est en langage astrologique. C'est pour ça que j'ai un intérêt particulier pour l'astrologie. Donc je travaille maintenant sur les racines de l'astrologie en égyptien. Mais l'origine, elle est sumérienne. L'origine, c'est sumérienne. Ouais. Mais j'ai la date de l'époque à laquelle c'était transcrit en Égypte. Et j'ai à 200 ans près, j'ai deux versions de ce fameux zodiaque d'origine. Ah. Il y a celui de Dendera, je crois. Oh, Dendera, c'est du passé, c'est rien du tout. C'est le 1er siècle. Moi, je vous parle de moins 2400. Ah oui, oui. Il y a une époque de Karnak, mais il y a d'abord, moins 2400, c'est l'époque de ce qu'on appelait les régents étrangers. Autrement dit, quand il y a eu un mélange racial de régisseurs étrangers. Donc il y avait des Sumériens qui ont apporté le langage à cette époque. Et que pensez-vous des Atlantes, monsieur? Vous êtes bien venu? J'étais un astrologue atlante. Ah, parce qu'une dame qui faisait partie du CNRS a écrit un livre, Les origines atlantéennes de l'ancienne Égypte. Oui. Et elle démontre que, effectivement, ce sont les Atlantes qui auraient civilisé, en quelque sorte. Oui, mais vous ignorez une chose que j'ai découverte qui est magistrale. En Australie, en moins 8000, j'ai trouvé des hiéroglyphes parfaits. En Australie, gravés au laser dans les roches. Et je les ai traduits à 75%. Et il y a le fameux personnage connu comme Anubis, magnifiquement dessiné à cette époque, en Australie. Et c'était un morceau d'Alémie, peut-être? Je l'ignore. Parce que le continent... Vous avez filmé? Vous avez filmé? Ouais, j'ai tout ça en reproduction. Hein. J'ai traduit tout. Oh. Parce que je vous dis, dans n'importe quelle langue, du moment qu'elle est sacrée, je peux la traduire. Merveilleux. Alors j'aurais voulu que nous revenions sur la question du tarot, parce que le tarot, les origines du tarot, les rapports entre le tarot et Notre-Dame, par exemple. Alors vous-même, vous avez travaillé sur le tarot, Marie-Christine Boudinot, et votre père, il s'est intéressé au tarot? Oui, mon père s'y intéressait, et c'est par son entremise d'ailleurs que j'ai pu bénéficier de certains cours d'une école américaine, le BOTA, qui établit un rapport, bien entendu, entre les lames du tarot, les lettres hébraïques, les signes, les planètes astrologiques, et puis d'autres symboles, bien sûr, les éléments naturellement, tout ça. Et moi, je suis tout à fait convaincue par ces lectures, et je pense que c'est une clé pour interpréter non seulement les événements, c'est pas ça le but, c'est comprendre un peu ce qui nous entoure, peut-être d'où l'on vient, où l'on va, etc. Et c'est une aide extraordinaire. C'est en rapport avec l'astrologie très étroite, bien sûr. Enfin, tout est venu des séphirotes, c'est là où on a le message total. Mais il est incompris par tous les égyptologues et les hébraïsants. Moi, je l'ai trouvé il y a 40 ans à peu près. Parce que les gens n'ont pas compris que ce qui est important et qu'on met au centre, c'est Mercure. Et en alchimie, on mettait toujours Soleil et Lune de chaque côté. Et en fait, vous avez une voie humide et une voie sèche. Ce sont des voies alchimiques toutes bêtes. Donc, Saturne s'oppose à Neptune, Mars s'oppose à Vulcain, Mars et Vulcain. Donc, il s'oppose à Vénus. Et on a toute la base avec tous les degrés. Et le plus beau, c'est que ça fait 32 sentiers. Et 32, c'est le chakra du cœur. Or, j'ai traduit les 32 sentiers en hébreu. Ça veut dire 22 chemins et 10 planètes. Et ça fait parler le cœur, 32. Alors, Françoise Pichou-Lapérade, est-ce que vous voyez un rapport entre le symbolisme du tarot, le symbolisme du zodiaque, le symbolisme des mois de l'année, enfin, comment ça s'articule par rapport à l'astrologie ou même la symbolique des maisons, je ne sais pas.
Vous avez des pistes de réflexion sur le... Vous avez l'air d'être très intéressé par le tarot. Oui, je suis très intéressée par le tarot parce que j'ai découvert le tarot sans le savoir en regardant El Topo de Jodorowsky. Oui. Ça a été une révélation. Et je suis allée aux États-Unis à la rencontre de Jodorowsky parce que pour moi, c'était ça, la vie, le cinéma. Et je voulais absolument rencontrer Jodorowsky aux États-Unis. Je l'ai rencontré que beaucoup plus tard à Paris. Je ne l'ai pas rencontré aux États-Unis. Mais quelque part, le tarot, à travers El Topo, m'a ouvert la voie de l'astrologie. Où est-ce qu'il est justement, on fait pendant au travail de Marie-Christine Bonino sur la place de l'astrologie dans les contes des fées. Où est-ce qu'il est le tarot dans le topo? Eh bien, dans El Topo, il est là dans le jeu, bien sûr, il le montre clairement. Bon. Les glanes du tarot sont là, c'est une évidence totale. Et lorsque j'ai rencontré Jodorowsky récemment, je lui ai raconté ma folle aventure aux États-Unis à sa retraite. Et je lui ai dit, j'ai dévié, au lieu de m'intéresser au tarot, je me suis intéressée à l'astrologie. Et il m'a dit, mais c'est la même chose. Voilà. C'est exactement la même chose. Oui, mais enfin, ce qui s'explique. Mais vous ignorez une chose qui est importante, c'est que les étoiles Sirius et Mercure, Sirius, c'est le nombre 80, et 79, c'est l'or. Donc c'est le fruit de l'or et du mercure qui vous donne les 78 tarots. Et ça correspond aux éléments chimiques. 78, c'est le platine. Vous avez des chiffres magiques. 64, c'est un as. Ça vous met directement sur la polaire. 64, c'est un as. Donc que ce soit en jeu de bridge, que ce soit en carte, ça fonctionne pareil. Il y a une clé absolue. Ça marche même avec la géomancie. Les figures du jeu de cartes sont des figures géomantiques. Alors si vous avez un 52 qui est un nombre magique, vous trouvez la queue du dragon. L'inverse 25, c'est la tête du dragon. Vous avez des nombres qui se jouent de nous. Oui, mais il y a beaucoup d'humour chez les dieux, je crois. Ah, c'est essentiel. Et les dieux n'aiment pas qu'on se lamente. C'est une absolue vérité parce que chaque fois que vous voyez un maître qui ne rit pas et qui n'a pas d'humour, dites-vous qu'il est mauvais canal. Ouais, c'est ça. C'est obligatoire. Il faut une certaine distanciation. C'est bien pour ça que je vous expliquais qu'au moment où je travaillais des langues, il s'amusait à m'envoyer des mots dans les langues que je travaillais. Oui. C'est de l'humour là-haut. Il y a beaucoup d'humour. Et le plus étonnant, c'est que mon grand maître, quand j'étais à Kenaton, maintenant c'est un chérubin. Ce qui vous prouve que ce qui est en haut monte en bas. Donc il m'a formé et il a été le maître de tous les gens qui ont les 4 lignes que j'ai ici, c'est-à-dire des gens qui s'appellent les médians que j'ai découverts en égyptien. 4 lignes ici. On appelle les racettes. Ça veut dire la terre, l'air, le ciel et au-delà. Vous voyez que l'au-delà, il est très fort. Or, comme par hasard, tous les gens qui ont 4 lignes, ils viennent me voir. Parce que je réceptionne, puisque j'ai été soigné par le maître, qui est devenu chérubin. Ce qui prouve bien que quand on évolue ici, eux aussi évoluent. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et c'est pour ça que je communique avec Totermès, que j'ai découvert s'appelait Garuda en même temps. Donc monture de Vishnu. C'est la monture de Vishnu, c'est l'oiseau mythique qui d'un coup d'aile vous coupe les montagnes. Or c'est la monture de Vishnu, c'est pas par hasard. Je suis vishnouiste, donc il est venu avant. Par exemple, est-ce qu'il y a un rapport entre l'arcane de la mort, l'arcane 13 et la maison 8 Parce que finalement tout ça c'est un peu vague, comment ça s'articule C'est le mot renaissance d'abord. Oui, il y a le mot renaissance qui change tout. En 8, c'est le corps qui parle. En 13, c'est une mutation importante. Donc on a une étape de renaissance, c'est-à-dire une transformation. C'est l'étape de transformation. Tandis qu'en 8, vous êtes dans le ressenti du corps. Donc en 8, vous allez avoir les formules pour vous transformer. Mais l'aboutissement, vous le trouverez en 13. 13, c'est une mutation. La lame 13. D'ailleurs, prenez le total, 1 plus 3, ça fait 4.
ça vous met dans du vécu. Le 8, c'est une sortie. Prenez une cathédrale, c'est tout simplement le chiffre 8. En égyptien, c'est une corde à nœud. C'est pour monter. C'est une exaltation. Pourquoi une cathédrale c'est le 8 alors Prenez Notre-Dame, c'est bâti. C'est bâti en chiffre 8. Oui. Il faudra qu'on aille Notre-Dame ensemble alors. J'ai fait beaucoup de monuments avant. Hein, ça veut... Vous parlez de Zodiac tout à l'heure, vous avez le Zodiac de Toulouse, vous avez le Zodiac de Delphes. Ils sont aussi remarquables. Oui, il faudra qu'on aille Notre-Dame ensemble. Volontiers. Allez voir, on dirait que avec vos doigts là. Il fonctionne. Oui. Tout à l'heure, il fonctionnait, j'ai vu. Ah oui, vous avez vu fonctionner. C'est quand vous avez écrit ça. Un peu après. Automatiquement, ça veut dire que je suis chargé en énergie. Alors ça, monsieur, de quoi vous parlez là? Est-ce qu'on peut parler de ça? Je ne sais pas, ça oui, si vous voulez. C'est rien de confidentiel. Donc moi, j'ai reçu 1913. Oui. Bon, alors je simplifie d'abord la lecture. 19, c'est l'esprit. Première étape, c'est ce qu'on vous a donné. 13, c'est le vécu à transformer. Donc, esprit, transformation. Première lecture. Deuxième lecture, je divise par 360 et je regarde le niveau vibratoire. Donc vous l'avez en analyse et je vous ai mis... 191, non, ça c'est la deuxième analyse. Alors le niveau vibratoire, ça veut dire que j'enlève 4 fois 360. Ce qui me met, 5 fois 360, ce qui me met au niveau 6. Le niveau 6 me donne que vous faites partie des gens qui sont dans l'analyse. J'y trouve beaucoup de guérisseurs et beaucoup de psychologues. Ah, vous parlez de moi là? Tous les gens qui ont la mission, c'est ma mission. Toutes les missions niveau 6, c'est une catégorie de guérisseurs, de soigneurs et de psychologues. Ah oui. Le psychologue au niveau âme-intellect, je précise. Oui. C'est-à-dire c'est le côté vierge double, il y a un côté familial et il y a un côté critique. Oui. Critique, d'où analyse, d'où les rapports ambigus de la vierge en général. Oui. Rapport familial et esprit critique. Oui. Et ça crée des mers épouvantables pour beaucoup de personnes que je connais. Donc ça, c'est la vision générale. Oui. Alors, elle me sort le nombre 113, qui représente pour moi le nombre 23 en cancer, parce que c'est 90 plus 23. Et 23 veut dire qu'il va acquérir quelque chose. Donc, c'est un degré d'acquisition. Donc, on vous dit donc, vous êtes dans les psychologues qui soignent, qui acquièrent sans cesse, mais qui le font en cancer, dans le vécu, donc au quotidien, avec la présence sur Terre. Vous voyez. Bon. Alors, autre analyse, maintenant je prends les 3 premiers chiffres, 191, ça me fait le degré 11 de la balance, qui veut dire grande inspiration par l'harmonique, et problème que vous aurez toute votre vie, communication, ce que vous appelez Gémeaux. Donc il y a un rapport direct, le 3 veut dire que la communication courte est votre domaine systématique. Ah oui, formidable. Mais c'est un homme sympathique. Ah oui, j'aime beaucoup ce que vous dites. Alors vous voyez donc que l'analyse, j'ai bien marqué problématique, mais en Gémeaux, elle est quand même sympa. Parce que le Gémeaux, il est un peu perdu, parce qu'il aime bien tourner autour du pot. Donc il n'aime pas les choses au niveau 9, trop savantes, trop sagittariennes. C'est un peu superficiel. Voilà, vous venez de dire. Va vite. Voilà, c'est une notion de vitesse. Oui. Mercure a des talonnières ailées. Voilà. Voilà. Absolument. En fait, le 3 veut dire feu intérieur tout court. C'est le vif argent. Feu intérieur, la réalité c'est ça. Alors quand vous avez compris le 23 en cancer, vous savez déjà que vous êtes dans l'acquisition des choses au quotidien. Mais vous savez que derrière, il y a toujours cette petite notion du contact important. Il faut la diffuser. C'est pas Bien sûr. un problème de diffusion. Vous avez raison. Diffusion, communication. Voilà, c'est ce que je fais toujours. Mais vous voyez, c'est précisé au quotidien. Ouais, au quotidien. Oui, vous êtes aux prises avec la réalité. Voilà. Dans le quotidien, voilà. Parce que moi, tout ça, ça m'intéresse, mais à condition que ce soit applicable. Donc vous voyez qu'un nombre, il a plusieurs analyses. Le plan vibratoire, l'analytique du plan vibratoire. Et vous savez que j'ai un soleil en cancer. Oui, il y a toujours des rapports. C'est intéressant. Oui. Alors, donc, j'ai un soleil en cancer, et le 6, ce fameux 6, alors si on prend Jones, donc moi j'ai Jupiter en 6, vous voyez, de médecin, psychologue, etc., en poisson, en maison 6, qui tient tout thème. Ah. En réalité, c'est Jupiter qui tient ce thème. Et je me suis toujours demandé
comment je pouvais l'exprimer, ce jeu de pierre. Ah, voilà. Alors je l'ai exprimé comme... Voilà, vous avez la réponse. Voilà. Grâce à monsieur. J'ai mes réponses. Alors je préfère que vous ayez un 3 parce que ceux qui ont le chiffre 7, ils sont dans l'harmonie, mais ils sont toujours en quête d'harmonie et toujours en perte d'harmonie. Parce que c'est pas facile. Voilà, Pas facile à trouver. Pas facile. Ils sont sympathiques, mais eux ont des problèmes. Alors, comment je peux jouer positivement ces trois-là? Alors, le 3, c'est simplement soyez naturel, votre feu intérieur, ça La passe, communication, voilà. ça doit sortir naturellement. Ça sort naturellement. Voilà. Bon, ben ça va. Ça va? Quand on le sait, c'est plus un problème. Non, mais c'est pas vrai, parce que c'est ça que je fais. Moi, Il faut se dire que même si les gens vont trop vite, c'est mon cas, Oui. bah, vous avez le droit de me ralentir. Voilà. C'est que je fais. Mais c'est normal, c'est normal. Je comprends. Bon, alors c'est ça, c'est donc ça. Acquérir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça s'appelle en géomancie le gain, la bourse qui se remplit. Le bien, la bouche qui se remplit. C'est un beau chiffre. Oui, mais enfin, ça veut dire quoi? Une bourse qui se remplit, ben, c'est votre vie. C'est ma vie, vous savez que ça se remplit au fur et à mesure. Voilà. Ça s'appelle l'acquisition, le gain. C'est normal pour tout le monde, ça. Non, ça correspond au vanadium, qui est une déesse scandinave, Vanadis. Ah oui. Et Quelque, je sais pas. acquisition en géographie. Acquisition, ça veut dire que dans votre vie, vous êtes toujours en progression complète de savoir, je précise. Alors maintenant, une précision pour que vous compreniez bien 23. 24 veut dire que le 23, on a rempli. 24, il faut assimiler. C'est un creuset. Oui, c'est ça. 25, vous devenez intelligente. Voilà. Alors, j'en suis que dans la phase 23. 26, il vous faut une santé. Écoutez bien, 26, il vous faut une santé. 27, il faut un certain bagage. C'est ce que Jacques disait tout à l'heure, il faut être humain, mais il faut avoir une langue, etc. Donc 28 veut dire êtes-vous ouvert à tout ce qui se présente. Ça, c'est déjà plus grave. 29, le temps n'existe pas. 28, 30, l'espace-temps n'existe pas. Seul défaut, votre nombril, 31. Et 32, votre cœur. Voilà. Alors non, c'est ça. Ah ben moi, j'en suis pas au cœur. Hein. Non, c'est votre mission d'acquisition. Dans le domaine 6 particulier. Alors voilà. Donc vous disiez alors guérisseur, des choses de la 6 quoi, guérisseur, Là, il y a les soigneurs, il y a tous les gens qui soignent le moral, enfin c'est soigné d'une manière générale. soigneur, moral. Et je vous rappelle qu'en chinois, ce sont les petits animaux. Ah oui, Ah, mais dans l'astrologie aussi. aussi, chez nous aussi. Non, mais c'est le chat, le lapin et le lièvre. Non, le chat, le lapin et je ne sais plus quoi. Non, non, votre astrologie chinoise, elle est fausse. Non, mais je parle pas de l'astrologie chinoise, moi je parle de l'astrologie en général. Mon père m'avait appris, la sixième, ce sont les petits animaux, la 12e. Non, mais ça explique qu'il fallait appliquer le truc de l'astrologie européenne aux Chinois. Donc vous trouvez le chat, le lapin et puis le diable, je crois. Alors que pour eux, c'est mis hors du système. Et c'est une déformation due au turco-mongol. Il faut amener cette astrologie qui a été complètement évacuée de manière humoristique. Car toutes ces astrologies n'ont pas de sens. Toutes ces astrologies n'ont pas de sens. L'astrologie hindoue différente, parce que là les gens sont beaucoup plus sensibles, mais ce qui est remarquable, c'est que les nœuds lunaires, ils sont venus de l'Inde, chez nous, et Ketu. alors que tout le reste du vocabulaire, ça vient des Grecs. J'étais très surpris quand j'ai fait l'analyse des nombres de mots grecs qui servent en sanskrit. Donc j'ai écrit ça Pour le également. zodiaque, pour l'astrologie. Par contre, j'ai connu un astrologue à la suite d'un congrès qui avait fait 12 ans avec 12 mètres dans 12 lieux différents en Inde. Il a dit 12 méthodes et moi j'ai la mienne. Bon, j'en ai déduit tout simplement qu'ils sont extrêmement sensibles à l'intuition. À partir du moment où vous avez un thème, vous vous branchez, vous regardez l'être physique et vous rentrez au-delà. Je pourrais rentrer par la mission de vie dans n'importe qui. On ne le fait pas. Mais un astrologue qui est très doué par ses formations est capable de le faire. Donc, il va aller à la rencontre de l'autre. Et ce sera son astrologie. Non, mais je sais qu'en Inde, il y a des astrologues extraordinaires. Mais ils vont gommer les caractéristiques brutales pour vous sortir ce qui convient à la personne. Oui, alors donc dans le rapport astrologue-consultant, il y a entre l'astrologue et le consultant, il y a le thème astral, Oui. qui est quand même le troisième terme de Vasco.
Absolument. Donc il ne faut pas oublier ça. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, on ne parle pas du consultant et au consultant, on parle au consultant à travers ça. Et on se parle mutuellement à travers ça. C'est quand même un triangle. Bien sûr. Oui. Ce qui fait passer dans une autre dimension espace-temps. Ouais. Et c'est ça la guérison. Total. C'est le numéro 3 là. Numéro 3, ça veut dire que vous vous guérissez vous-même. Oui. C'est très particulier. Dieu en égyptien, c'est le nombre 86, 26 en gémeaux, qui veut dire le feu intérieur vivant. Voilà. Donc c'est lui qui vous guérit. Voilà. Ben oui, mais ça c'est la Donc vous loi. avez compris la communication dans le bon sens du terme. C'est ça la communication. Absolument. Alors que pour les gens, c'est l'agitation, les yeux qui se déplacent, c'est tout. Toutes ces caractéristiques humaines qui sont plutôt ridicules, mais qui sont parfois vraies. Oui. Donc vous travaillez sur le corps. Ah, moi je travaille sur ce que je peux. Je travaille. Pour moi l'astrologie c'est très concret. Oui, vous avez un côté, il y a très concret, analytique. Il y a un rapport. Vous pouvez nous revenir un peu rapidement sur l'atelier que vous aviez organisé il y a un mois de juin 2007 dans le parc de la ville d'Italie. Sur le yoga astrologique. Oui. Alors bon, ça c'est très simple. Étant donné que les signes du zodiaque se retrouvent dans le corps, du bélier à la tête, du poisson au pied, il s'agit simplement de faire tous les jours, d'animer tous les jours physiquement les 12 signes du zodiaque. Donc je fais simplement des exercices physiques qui me détendent de la tête aux pieds. Est-ce que vous pratiquez ça? C'est le système égyptien, c'est la clé de tout. Ça, c'est la recharge. C'est la recharge. Vous faites ça? Le bras en équerre. Ouais, en équerre. En équerre. Là, vous avez la recharge automatique de la gauche vers la droite. Ah oui, en équerre. Vous comprenez? C'est le grand geste égyptien qu'on appelle le pas, qui en fait s'exprime par une source d'énergie personnelle. Oui. Donc vous vous rechargez vous-même avec ça. Avec ça. C'est intéressant quand on fait ça comme ça parce que effectivement, quand on prend le souffle qui sort par la fontanelle, c'est ça la signification, quand on a bien harmonisé les canaux. Donc effectivement, il y a un souffle, ce fameux souffle divin. C'est pour ça qu'on voit le Christ toujours avec des vêtements flottants, ça c'est le souffle. Vous voyez. Le souffle de l'esprit. Vous ne voyez pas? Enfin, il est représenté. Je suis vishnouiste bien avant tout ça. Ah bon, vous me direz, alors moi je ce qu'il voit. Alors donc, ce souffle qui sort de la fontanelle, et on le sent. On le sent. Il sort aussi des pieds. Donc, on vous apprend aussi parfois à respirer avec les pieds. Avec les pieds, avec le sexe, avec la tête. Avec la fontanelle, pas qu'avec le nez. Donc quand ce souffle sort, c'est-à-dire que quand en fait les canaux sont équilibrés, voilà, le canal central et les deux canaux latéraux, c'est ça qui est représenté symboliquement par l'ange avec ses ailes sous la Vierge Marie dont on parlait tout à l'heure, à Notre-Dame. Et quand on fait ça, alors évidemment, quand vous faites ça, vous pouvez au moment donné savoir, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez, là, le mortier qui donne... La main qui capte, c'est lié à mortier. Voilà, la main qui capte. Alors, j'avais une tantrika qui m'avait dit, enfin, donc qui apprend à rééquilibrer, à trouver ce souffle intérieur, et à harmoniser. Et alors, effectivement, on sent, quand on est bien, on sent le souffle qui passe d'un endroit à l'autre. Donc, quand vous faites ça, vous faites ça comme ça en équerre, donc vous traversez le cerveau là, les deux lobes, non? Pratiquement, oui. Vous sortez, voilà, vous passez par les lobes. Voilà, c'est intéressant. Et on le sent bien là, le souffle. Oui. On sent très bien le souffle. Je ne comprends pas que les gens ne l'utilisent pas parce que c'est un vieux truc pharaonique. Ah oui. C'était en égyptien une banalité. Voilà. Et c'est écrit. Enfin, On le voit dans les... Vous voyez ça partout. Et alors chez les musulmans en particulier, quand ils font ça, ils prient comme ça. En fait, c'est l'ouverture au souffle. Et parfois pour avoir des réponses, moi aussi j'interroge le souffle. Il y a encore une autre technique que je vais vous apprendre, c'est ça.
C'est un geste pharaonique pour vous charger. Ah oui. Et vous savez comment c'est traduit? Par le deuil. Les deuils. Le deuil. Ah, c'est intéressant. C'est exactement l'inverse. Oui. Vous vous rechargez dans des cérémonies de deuil, justement pour que la lumière arrive. Et oui, c'est pas la lumière, c'est le souffle. Oui, peu importe. Ah oui, c'est pas la lumière, c'est le souffle. C'est l'éther. Oui. C'est l'éther, parce qu'on oublie toujours qu'il y a un cinquième élément, l'éther. Et que l'on se déplace par l'éther. C'est l'éther qui est... En fait, je vous donnerai un article qui vous explique tout sur l'éther dans des langues différentes. Oui. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? C'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose tel que vous l'utilisez. Ah bon? Pourtant, ça veut dire quelque chose pour moi. Non, mais je vous donnerai la terminologie en sanskrit et en hébreu. Ah oui. Bon, tout ça c'est très mercurien, hein, c'est très vierge tout ça. Hein. Oui, oui, dans la critique et l'analyse. Ah bah oui. Mais Et le souffle. ça n'a rien de contestable. Et les ailes. Et alors, je vous signale que dans la main, vous savez que votre zodiaque, il est dans la main. Oui. Donc l'intuition, vous l'avez ici, toutes les lignes mercuriennes, elles sont là. Oui. C'est le début des lignes. Ah bah oui, c'est Et entre les deux lignes, vous avez la Vierge. L'espace critique, vous l'avez dans la Vierge. Oui, ben vous l'avez plus que moi, hein, De... l'espace critique prononcé. Ah bah c'est normal. Hein. Regardez comme vous l'avez prononcé. Ah bah j'ai un magnifique triangle, j'ai Saturne, Mercure. Mercure en Vierge et Saturne en Capricorne. Oui, effectivement, il y est. Oui. C'est un baptême astrologique qui est là dans la main. Oui, Les gens ne le savent pas. si, si. Qu'est-ce que vous pensez de la chiromancie ou de la chirologie, monsieur? Bah, je vois tout moi dans la main. Tout dans le sens, votre état actuel, parfois des petites choses sur la respiration, qui est importante pour la santé, c'est de dire à des gens, là vous vous redressez. Et alors je vois la saturnienne que tout le monde ignore, c'est la ligne de vie. Contrairement à ce que tout le monde le pense. Elle est où votre ligne de vie? C'est la ligne du Médius. Ah oui, du Médius, c'est pas l'autre. Alors je suis sorti de l'épure, je vous signale, je serai centenaire. C'est pas celle-ci. Non. Ça, c'est Celle-là est la celle-là. dépense, celle-là est la martienne, non, ça c'est la martienne, bélier, dépense d'énergie, et voilà la réserve, taureau. Et l'ascendant, voilà. Et voilà l'ascendant. C'est l'arbitre de la potentialité et de la dépense. Donc toute la fatigabilité, vous l'avez simplement dans cette zone-là. Et alors toute la partie humaine, cancer, gémeaux et lion, là vous l'avez là. Et la partie sociale, vous l'avez ici. Jupiter, la balance et le scorpion. Alors la partie vue, ben moi je devrais être morte depuis longtemps. Alors justement, on est tombé sur un monsieur qui avait je ne sais plus quel âge, Jacques. Qui, pardon? La dernière fois, celui qui était chercheur mathématicien de Barucan. Oui. Alors on a rencontré Barucan qui était très calé dans les lignes de la main, il a dit mais pourtant moi je suis toujours vivant. Alors je lui ai dit mais regardez votre ligne. Alors il s'était trompé de ligne évidemment, il voyait ici et il avait une ligne magnifique là. Bon. Non, alors si la ligne n'est pas tracée, ça veut dire la liberté. Alors il y a des tas d'analyses à faire. Quand la ligne n'est pas tracée, c'est une période de liberté. Ah oui. Et si les lignes sont très fines, finement tracées, vous êtes guidé. Si c'est très élargi, alors là, vous supportez la vie. Donc vous avez un message de votre vécu. Et ça change en fonction de votre comportement à vous. Voilà, Et alors justement, je Car crois que... j'ai fait changer des lignes, je vous signale, par mes mains. Voilà, très bien. Voilà, ça c'est important. Il y a la main droite et la main gauche aussi. Voilà. C'est ma main gauche qui charge le plus. Elle est beaucoup plus puissante. J'ai une fontaine lumineuse solaire dans la main gauche. Je ne l'ai pas à droite. Et par son comportement, on modifie quelque chose. On modifie. Et comme je suis un catalyseur, il m'est arrivé de voir 5 petits monts plats. Je les ai fait sortir en 30 secondes. Ah oui. La personne qui a hurlé montrait sa main. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon. Ceci étant, si la personne n'a pas digéré l'information, ça va s'estomper. Voilà. Moi, je voulais simplement lui montrer quelque chose. Voilà. Et justement, alors, donc, mais là, vous voyez ce qu'on dit là, c'est très intéressant parce que c'est là que l'on voit la différence, enfin, c'est concret avec la chirologie. Oui. Ou par rapport à la naissance, l'évolution, etc. Bien sûr. Voilà. Et c'est la même chose pour le thème astral. Alors, une chose importante, vous avez ici le mont vénusien. Oui. Il y a tous les gens qui ont quelque chose à dire, ils ont un mont vénusien qui est développé. Ah oui. J'ai découvert ça chez une institutrice vietnamienne oui. que je ne connaissais pas. Je lui ai dit, tiens, vous étiez dans l'éducation. Elle me dit, bah oui, j'étais enseignante. Oui.
Parce que c'est tout simplement le mont Jupiter qui veut dire j'ai gonflé mon Jupiter, parce que j'ai quelque chose à dire. Donc effectivement, je trouve un peu dommage que les astrologues négligent la chirologie. Ben, je connais un astrologue qui fait de la chirologie professionnelle. Oui. Mais il a tendance à parler beaucoup plus de chirologie que d'astrologie. Oui. Mais pourquoi pas? Moi j'avais un bouquin, un seul bouquin, c'est tout que j'avais trouvé, mais on ne trouve pas tellement de livres à ce sujet. On ne vous donne pas la clé que je vous indique. Essayez de comprendre. Vous avez ici Uranus, 92 électrons, uranium. Vous avez ici Neptune, 93 électrons, neptunium. Plutonium, 94 électrons. Donc les trois transplutoniennes, en clair, alimentent l'arbre de vie, puisque ça, ce sont vos racines divines, alimentent l'arbre de vie, qui veut dire votre temps de vie. Et tout se greffe là-dessus. Oui, vous comprenez maintenant le rôle de Saturne par rapport aux autres. Ce qui veut dire, il y a ce qui est écrit, ce qui ne l'est pas. Autrement dit, c'est une ligne directrice, à vous de la faire évoluer. Mais quand il y a des éléments, c'est marqué dans la main sur cette ligne-là. Mais ça ne marche pas en centimètres comme tout le monde le croit. Eh bien écoutez, moi je vais vous dire une chose, sans savoir cela, mais en passant par un certain type de yoga, qui n'est pas celui que je pratique et qui est un autre, j'ai évité 2 opérations du canal carpien, parce que j'ai fait le rapprochement entre Pluton et le chakra, comment on appelle, le premier chakra là. La racine. Le chakra racine. Muladhara. Le Muladhara, voilà. Le Muladhara. Et simplement en massant, alors que j'avais vu 2 spécialistes qui voulaient m'ouvrir pour le canal carpien, au moment donné, grâce au yoga, le Sahaj Yoga, j'ai compris le lien entre le Muladhara, Pluton ici, parce qu'ils font des rapprochements aussi entre le corps et les planètes, et en me massant, j'ai évité les opérations du canal carpien. Alors, je vais vous apprendre encore quelque chose. Vous avez un point ici, précisément, qui est le point 6 du canal Verseau. Il va recharger le vaisseau gouverneur ici. Ça vous envoie des décharges, normalement, ici, là où je suis. Ça vous envoie des décharges. Car c'est un canal Verseau qui est arrivé en Poisson et qui repart en Verseau. Et il alimente le vaisseau gouverneur dans un point qui s'appelle le Mingmen, qui veut dire force de lumière appliquée. Supposez un rechargeable et que vous rechargez. Donc vous envoyez votre propre lumière un peu plus bas et plus à l'extérieur. Et vous envoyez de l'énergie vous-même. Oui. Alors vous envoyez le Mingmen, je vous ai dit, force de lumière appliquée. Ah, ça va jusque là-haut. Qui est un point dorsal de lumière qui vous donne votre énergie d'origine que vous pouvez recharger, contrairement à ce que tout le monde vous dit. Oui, mais bien Or, sûr. je l'ai démontré à des gens, ils ont tous été étonnés de voir qu'ils pouvaient s'envoyer cette énergie. Mais c'est connu en acupuncture, si ce n'est qu'ils appellent ça avec des noms idiots, au lieu de dire c'est un canal Verseau. Alors, c'est le canal. Oui, Voilà. C'est de la lumière que nous envoyons. Voilà. Or, toutes les études que je fais en égyptien, c'est exactement ce qu'ils font. Ils demandent de l'énergie divine, de l'énergie cosmique, pour que ça rentre dans leur canal à eux. Et qu'ensuite, ils prennent le relais. C'est ça. Pas compris. Le divin, le cosmique, sont réclamés en départ pour que eux puissent s'animer eux-mêmes. Ils bénéficient du cosmique et du divin. Qui les morts. Les défunts, quand ils font des invocations, les textes des pyramides. Les textes des pyramides, c'est uniquement ça. Que le divin m'accorde ceci, qui m'apporte de la lumière, et la Bible elle ne parle que de ça. Le divin, le cosmique et moi. Et on parle là d'abord du soi, et ensuite on parle du moi. On est dans l'astrologie pure. Le soi Scorpion, au niveau élevé, et le moi Lion. Le libre arbitre. Ça, vous le trouvez dans la Bible et en égyptien, partout. Vous prenez le scorpion d'abord, oui. Le scorpion, ça veut dire, vous ne savez pas, mais le dieu 7 en énergie, c'est tout simplement la présence de la vie. Oui, c'est normal. Alors on en a fait un maléfique, c'est la présence de la vie.
sur le fait maléfique. Le scorpion, c'est le sexe, c'est l'énergie vitale. C'est une forme. En fait, c'est faux parce qu'il s'écrit avec un creuset vital. Donc c'est le creuset de briques ensoleillées. Le creuset De briques ensoleillées. Une brique ensoleillée. Parce qu'on appelle les briques cuites. Bon, il s'écrit avec un S, le fameux petit creuset que personne ne connaît, qui s'appelle des côtes, et le feu au-dessus. Donc ça s'écrit Senkotet, qui veut dire présence de la vie. Et on en a fait un maléfique. Oui, mais attendez, parce que l'on retrouve dans la svastika. Dans là Dans la svastika, normalement. Alors, je viens de vous dire, il existe des personnages qui sont doubles. Il y a un corps unique, la tête de Senkotet et la tête d'Horus. Ce qui est faux, parce que Horus, en l'occurrence, c'est un simple faucon qui veut dire Horé, force de réanimation. D'un côté, force de réanimation, 405 pour mémoire, ça veut dire 15 ans cancer. Ça veut dire du vécu qui va m'apporter quelque chose de bien. Et de l'autre côté, Senkotet qui vous apporte la présence de la vie dans votre corps. Donc vous voyez, là encore, ce personnage à deux têtes, il exprime ces deux choses. Et ça, c'est dans l'antique égyptienne. Et depuis, on a fait des tas de maléfiques, des tas de traductions idiotes sur un dieu de la terre rouge. Et en parlant d'une manière amusante, la terre rouge, elle s'exprime par de la terre rouge, noire, L'alchimie. alchimia. Mais ce que vous ignorez, c'est que ce fameux charbon, il est au rouge. La terre noire, c'est du charbon rouge. Donc tout ce qui a été écrit, c'est complètement bidon. Vous entendez bien? Je comprends rien. Un hiéroglyphe charbon au rouge est traduit par terre noire. Ah oui. Et il est présenté entre deux pincettes sur un feu. Oui, alors c'est quand même au Et rouge. c'est contraire. Et c'est annoncé dans aucun bouquin. Oui, parce qu'on partait du principe que la terre d'Égypte, il y a Et était tout ça noire. est complètement idiot. Il n'y a pas de terre rouge, il n'y a pas de terre noire. Alors, C'est ce qu'on dit. alchimia, bah voilà. Ça veut dire l'alchimie tout simplement. Et ça a donné la chimie en langage, par évolution naturelle. Et en fait, ça ne s'écrit pas du tout comme ça. Ça s'écrit arabe. Ça commence par un creuset de fécondation et du feu dans un creuset de fécondation. Ah, c'est joli. Et on ajoute derrière le mot fécondité qui veut dire c'est l'articulation du phénomène. Autrement dit, c'est le phénomène enregistré. Creuset de fécondation, du feu au-dessus et du feu à l'arrivée. Ça veut dire le phénomène matérialisé alchimique. Donc c'est une terre alchimique. Voilà la réalité de la terre noire. Vous voyez comment